Tu aimes les cailloux qui ont des belles formes, qui ont de la valeur et qui brillent? Alors cette vidéo est faite pour toi. Qui brillent, qui rapportent beaucoup d'argent, on les appelle des minéraux dans le monde de la géologie. Alors il n'y a pas vraiment de définition universelle pour définir ce que c'est un minéral, mais tout le monde s'accorde à peu près sur la chose suivante, c'est qu'un minéral, c'est un matériau solide, homogène, et qui a cristallisé dans les conditions normales de température et de pression. J'aimerais quand même rajouter un petit truc pour que ce soit un peu plus précis cette définition de minéral, c'est que c'est un groupement d'atomes qui respecte une formule chimique bien précise. Donc ces minéraux, ils vont s'assembler entre eux pour former des roches, comme celle-ci. Par exemple, sur cette roche, chaque point de couleur qui est différent des autres est un minéral en lui-même. À part de très rares cas, les minéraux sont inorganiques, c'est-à-dire qu'ils ne proviennent pas de quelque chose de vivant. Pour en revenir à la formule chimique de nos minéraux, on va prendre par exemple Na, atome de sodium, plus un atome de chlore, Cl. Cette formule chimique, donc NaCl, va se répéter dans l'espace de manière à former un réseau, et ça on va appeler ça le réseau cristallin. Vous allez voir, ça va expliquer beaucoup de choses dans le monde des minéraux. La plupart du temps, cet assemblage d'atomes ne se voit pas à l'œil nu, comme ici c'est une lame mince de roche. Vous voyez, elle est pratiquement transparente, on ne voit pas les minéraux à l'œil nu, alors que là on peut les voir. Il y a une différence de taille dans le monde des minéraux. Mais vous inquiétez pas, que le minéral fasse 3 mm ou 3 mètres, ça ne va en rien changer ses propriétés physiques et chimiques. Je vais répéter beaucoup de fois le mot minéraux dans cette vidéo. Je demande toute votre attention car là on va rentrer dans une partie très importante du monde de la géologie, du monde des minéraux plus précisément, et il va falloir suivre le raisonnement. Donc premièrement, sur un cristal, on va pouvoir distinguer des faces et des arêtes, comme par exemple sur un solide. Il y a des faces et il y a des arêtes. C'est exactement la même chose chez les minéraux. Et cela va refléter un rangement des atomes. La matière va être rangée dans le cristal. Et la matière va être rangée en fonction de différents réseaux cristallins. Mais avant de passer à la partie la plus compliquée, je vous propose un petit peu d'histoire des sciences. Tout commence avec Romée de Lisle en 1772. Il va étudier 4 cristaux de la même espèce minérale, c'est-à-dire 4 cristaux de quartz par exemple, mais qui ont des formes totalement différentes, ils ne se ressemblent pas du tout. Et le point commun qu'il va trouver entre ces 4 cristaux, malgré leurs formes différentes, c'est l'équivalence des angles entre les faces, c'est-à-dire que entre deux faces, comme ça, il va avoir un angle de 60 degrés, par exemple. Et il prend un autre cristal, il va regarder, hop, 60 degrés entre les faces. Il va donc en déduire que ce sont les angles entre les faces, encore une fois, qui définissent l'espèce minérale. Les cristaux d'une même espèce peuvent être disproportionnés, il peut y avoir un très grand et un plus petit, mais ils ne peuvent pas être dissymétriques. Si on change la symétrie, on change d'espèce minérale. Romée de Lisle va baptiser ça la loi de constance des angles. Ça paraît très anodin, mais les angles entre les faces c'est très important. On passe ensuite à René-Juste Hawille qui vivait du milieu du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, qui étudiait le carbonate de chaux, plus communément appelé la calcite. Donc il étudiait 4 cristaux de calcite, mais 4 cristaux de formes différentes, car il basait ses études sur la loi de constance des angles. Cependant, par accident, il fit tomber par terre l'un des cristaux qui se cassa et changea de forme. Il décida donc de briser les autres cristaux par terre, et il observa qu'il retrouvait toujours la même forme, le même volume, alors que la forme extérieure était totalement différente. Il définit alors la maille élémentaire. C'est le plus petit volume représentatif de la structure. Et c'est cette maille élémentaire, répétée plusieurs fois dans l'espace, qui va former un réseau cristallin. Prenons par exemple comme maille élémentaire le cube. Ce petit cube, que l'on va pouvoir empiler plusieurs fois de manière différente, va nous donner beaucoup de formes au final. On va alors parler de formes dérivées du cube. Et toutes ces formes dérivées du cube mises ensemble vont nous donner un système que l'on va appeler le système cristallin cubique. Il existe en tout 7 systèmes cristallins. Cubique, quadratique, orthorhombique, rhomboédrique, hexagonal, monoclinique et enfin triclinique. Et chaque système cristallin va fonctionner de la même manière que j'ai expliqué avec le système cristallin cubique. Chaque forme empilée plusieurs fois pour former différentes formes. On va pouvoir différencier chaque système cristallin l'un de l'autre grâce à des axes de symétrie propres à chacun. Ça va être très utile quand on a un minéral de forme géométrique
et dont il est impossible de savoir au premier coup d'œil à quel système cristallin il appartient. Donc sur ce cube, on va essayer de voir les axes de symétrie qu'il y a. Tenez-vous bien, ça va aller très vite. Pour poser les bases, un axe de symétrie, c'est quelque chose qui va traverser le volume. Par exemple, sur le cube, il y a un axe de symétrie qui passe là, forcément qui va ressortir par-dessus. On va avoir 3 axes d'ordre 4. C'est-à-dire, on va avoir 3 axes de symétrie où on va pouvoir répéter 4 fois le même motif. Il va y en avoir un ici et un ici. Faites abstraction du trait pour la symétrie, c'est juste un repère pour savoir quand je serai rendu à un tour complet. Donc le motif ici qui va se répéter 4 fois, c'est bien évidemment le carré, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va le faire tourner pour vérifier si on a bien 4 fois le même motif qui se répète. Vous êtes prêts? C'est parti. Là on a une fois il se répète là, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Simple, non? Mais attention, pour identifier un système cristallin, on ne va pas se référer qu'à un type d'axe de symétrie. Évidemment, par exemple, si on trouve un axe d'ordre 2 sur un minéral, on ne peut pas dire tout de suite ça c'est tel système cristallin. Non, ça ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi chaque système cristallin a plusieurs types d'axes de symétrie. Donc le cube, je vous ai déjà montré, c'est 3 axes de symétrie d'ordre 4. Le système cristallin cubique possède aussi 4 axes d'ordre 3. C'est-à-dire que c'est un motif qui va se répéter 3 fois, c'est bien les gens qui ont suivi. Ces 4 axes d'ordre 3 sur le système cristallin cubique vont traverser les coins du cube. Et comme un axe de symétrie traverse 2 coins à chaque fois, vu qu'il y a 8 coins sur un cube, ça va nous en faire 4 axes. Je vous préviens, pour les axes d'ordre 3, je vais regarder le retour caméra car c'est extrêmement dur de le faire sans. Allez, on se met sur un coin du cube et c'est parti. Donc un motif. Deuxième motif. Troisième motif. Et on est revenu au début. Si vous avez du mal à le voir, revenez en arrière. Vous verrez, au bout d'un moment, vous allez comprendre. Et pour finir avec le cube, ces derniers axes de symétrie, ce sont les axes de symétrie d'ordre 2. Un motif qui va se répéter 2 fois. Et il en a 6. Et oui, 6 axes d'ordre 2 qui vont passer par chaque arête du cube. Comme celui-là par exemple. Et oui, car 12 arêtes divisé par 2, car un axe de symétrie prend 2 arêtes, je vous le rappelle. Ça fait 6. Allez, dernière petite démonstration. Pour l'axe d'ordre 2, ça va aller très rapidement, vous allez voir. Retenez bien le motif, encore une fois, c'est parti. Un motif. Là, il n'y en a pas. Un deuxième motif. Là, il n'y en a pas. Là, on est revenu au début. Je vous ai menti, c'était pas le dernier axe de symétrie. Le dernier axe de symétrie, c'est un axe de symétrie qu'on appelle le centre. C'est-à-dire qu'à partir du centre, si on fait partir 2 segments de chaque longueur, ils vont arriver au même moment au bord d'une face ou d'une arête. Voilà, c'est fini pour les exemples des axes de symétrie dans le système cristallin cubique. Et je vous invite, si vous êtes curieux, à aller regarder sur internet chaque axe de symétrie correspondant à chaque système cristallin. Alors dans la nature, il va être très rare de trouver un cristal d'un minéral qui regroupe tous les axes de symétrie d'un système cristallin. Alors pour identifier le système cristallin du cristal en question, on va se référer à des symétries que certains systèmes cristallins n'ont que chez eux. Par exemple, le système hexagonal est le seul à avoir un axe de symétrie d'ordre 6 avec un motif qui se répète 6 fois. Et donc c'est grâce à ce système de réseau cristallin qu'on va pouvoir trouver dans la nature des cristaux arborant pratiquement une forme géométrique parfaite, comme par exemple la pyrite qui possède un système cristallin cubique. Et non, ce n'est pas taillé dans la pierre comme disent certains, ou plutôt taillé dans le minéral. Outre la pyrite qui revêt avec élégance la forme du cube, on peut avoir le béryl comme ici, qui revêt une forme parfaitement hexagonale. Donc c'est fini pour cette première partie sur nos amis les minéraux. J'ai préféré faire le thème des minéraux en 2 épisodes car c'est vraiment très long, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et je préfère faire 2 petits épisodes de 10 minutes plutôt qu'un gros épisode de 20-30 minutes, c'est aussi beaucoup plus léger pour vous. Le prochain épisode sur les minéraux portera sur leur classification, les endroits où on peut les trouver, etc. Ce sera beaucoup plus intéressant
et beaucoup plus visuel que cet épisode-ci. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine.